le but de ce bouquin est de vous faire vivre une aventure, enfin nous faire vivre une aventure sur la nouvelle inspirée de le cauchemar d'Innsmouth, qui est une nouvelle écrite par H.P. Lovecraft. Pardon, j'ai fait tomber ma petite carte. Et dans lequel on va essayer de survivre à cette ville en fait, plus précisément. Alors ça s'adresse autant à ceux qui ont déjà lu la nouvelle, autant qu'à ceux qui la découvrent complètement. Il y a plus de choses intéressantes à la découvrir si vous n'avez pas lu la nouvelle, mais il y a quelques petits clins d'œil, enfin de gros clins d'œil qui vont apparaître, notamment si vous l'avez déjà lu. Donc ça s'articule autour du livre dont vous êtes le héros. Donc concrètement, en fait, il y a des choix à faire. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, je vous poserai la question. En fonction du nombre de personnes, ce sera à vous de me répondre. S'il n'y a personne, ce sera moi qui répondrai directement, ça sera d'autant plus simple. C'est en démocratie, donc c'est une vote, une voix. Un vote, une voix. Je vais y arriver. Un vote, une voix. Et du coup, on avancera au fur et à mesure. Sachant qu'en plus de tout ça, il y a une partie JDR qui rentre en jeu, puisqu'il faut lancer des dés en fonction des compétences. On va incarner un personnage. J'ai choisi le personnage qui se rapproche le plus à la nouvelle du cauchemar d'Innsmouth, parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir directement. Donc, j'ai mis sa fiche de caractéristiques que vous voyez directement dessus, donc qui s'appelle Robert Olmsted, ou Robert Olmsted en français, pour les gens, mais bon, je vais essayer au mieux possible, en tout cas, d'angliciser les termes anglais, en tout cas. Bon. Par exemple, moi je ne dis pas Innsmouth, mais je dis Innsmouth, je préfère, ça sonne plus joli à l'oreille aussi, en tout cas à mes oreilles à moi. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui disent Innsmouth, par exemple. Moi je suis pas un pro non plus de la VO, mais c'est juste comme ça, je préfère, ça sonne mieux à l'oreille. Donc, je vais commencer par expliquer le principe. Concrètement, alors sur celui-ci, il y a 3 façons de jouer, donc on va jouer dans la manière en solitaire, plus ou moins en solitaire. Mais on a besoin de dés, donc ça en fait j'ai un logiciel particulier qui m'aidera à les lancer. Vous verrez en fait les lancers de dés, sachant qu'on va lancer seulement un des 8, un des 10 ou un des 12. Alors vous voyez en fait dans les caractéristiques les petits dés en fait qu'il y a au-dessus des 3 formes, s'y représente à chaque fois une phase de dés. Donc par exemple, pour que vous voyez, celle avec un œil dessus en fait c'est la compétence esprit. Tout simplement. Et esprit par exemple c'est un des 8. Il peut lancer un des 8 pour faire une réussite. La compétence intelligence, donc qui représente le cerveau, c'est un des 12. Du coup c'est le maximum. Et vous avez la compétence corps juste à côté, le plus à droite, c'est la compétence du coup avec un des 10. Donc c'est intermédiaire. Donc voilà. On aura plus de difficultés avec la compétence esprit par exemple qu'avec la compétence intelligence. Concernant du coup le corps, donc il représente les traits physiques du personnage, tels que sont l'agilité, la constitution, ou encore sa force physique, sa force brute. Cette caractéristique est sollicitée dans toutes les situations physiques, acrobatie à la force brute, en passant par l'agilité et la souplesse. L'esprit, donc celui où on est le plus faible, il représente la ressource mentale du personnage. Il définit par son charisme, ou charisme pour les intimes, sa capacité de concentration ou encore sa discipline. Cette caractéristique est sollicitée dans toutes les situations relationnelles, de diplomatie, de mensonge, en passant par les discours. L'esprit est également le domaine de l'intuition. Un personnage doté d'un haut niveau dans ce domaine est capable de canaliser son instinct. Il est en outre doué d'une forte résistance mentale et d'une patience à toute épreuve. Donc notre personnage l'est un peu moins, quoi, concrètement. Enfin moins. Il est moins assujetti à ce genre de caractéristiques, tout simplement. Ensuite, et pour finir, on a l'intelligence, donc celle où on est le plus à même de s'en sortir, puisqu'on a un des 12, donc en fait il représente les facultés intellectuelles du personnage, telles que son analyse, sa réflexion, ou encore l'ensemble des savoirs accumulés. Elle s'emploie dans toutes les situations d'apprentissage, de compréhension, de théorie et de recherche. Cette caractéristique représente autant les capacités de logique que de mémoire du personnage. D'accord ? Donc, ça c'est les 3 grandes caractéristiques, et toutes s'articulent à chaque fois sur des petites compétences en fait qui sont mises au fur et à mesure.
Je vais passer 2 minutes sur la fiche de Robert Olmsted, donc le personnage. Je l'ai là en plus facile. Donc il a 21 ans, c'est un jeune homme en voyage. En caractère, fouineur, prudent et insistant, donc c'est à peu près comme ça qu'il le représente, hein. Et son background, il est assez léger, hein, pour personnage, mais c'est tout simplement qu'à l'occasion de votre majorité, vous avez décidé d'entreprendre un voyage à visée touristique et généalogique en Nouvelle-Angleterre. Curieux, prévenant et plein de ressources, vous attendez beaucoup de cette expédition dans le passé de votre majestueux pays comme dans celui de votre propre famille. Donc, vous avez à chaque fois les compétences avec les caractéristiques qui sont associées. Par exemple, la première, acrobatie, ben, c'est lié bien sûr à la compétence corps. Donc en fait, dans le bouquin, on a des choix à faire. Et parfois, on devra lancer un dé. Si je joue tout seul, donc j'ai une compétence pour une caractéristique tout seul, par exemple pour sauter d'une fenêtre je dois faire un 6 avec la compétence corps, donc 6 je regarde, j'ai un des 10 pour le faire. Si j'ai une réussite, si je lance et je fais 6 ou plus, je réussis et du coup je peux passer au paragraphe qui indique la réussite. Sinon c'est un échec et je dois passer au paragraphe où c'est un échec tout simplement. Ça c'est moi qui m'en charge tout de suite. Chose importante à savoir, vous avez en fait par exemple notre personnage, il a également plus 2 en discrétion, plus 1 en éloquence que vous voyez juste sur les caractéristiques à droite, hein, et plus 2 en perception. Alors ça c'est tout simplement des caractéristiques qui sont de base affiliées à notre personnage, ce qui est plutôt sympathique, mais on commence déjà avec des caractéristiques de base. Au fur et à mesure, on pourra avoir des objets supplémentaires. Tout simplement, par exemple, ben là, on a un objet supplémentaire qui est le petit couteau tournevis multifonction. Et ce petit couteau multi-service, il me fait... Alors, attendez, je l'avais là. Hop. Il a plus 1 en crochetage. Donc, c'est-à-dire que dès que la compétence crochetage sera utilisée, on augmentera notre valeur de plus 1. Ce qui est plutôt déjà effectivement pas mal. Donc on a déjà des caractéristiques bien précises, bien particulières. Alors ce ne sera pas la force brute, hein, par contre pour notre personnage, hein. Et au fur et à mesure, on sera amené à avoir dans notre inventaire, je l'ai déjà prévu, différents objets qu'on pourra utiliser. À savoir également en termes de points de vie, c'est la dernière des choses. Donc vous voyez les cases noires déjà, c'est déjà des points de vie qu'on n'a pas. Plus on va perdre de points de vie, ben plus on sera mal, et si on n'a plus de points de vie, ben tout simplement on décède. Comment est-ce qu'on perd des points de vie? Certains jets vont être des tests de compétences jugés mortels. Tout simplement, vous sautez d'une fenêtre, ben j'en reviens à mon vous sautez d'une fenêtre, j'ai fait un 6, il fallait faire un 8, donc je vais échouer, et je vais perdre autant de points de vie que la différence entre la réussite. Donc je perdrai 2 points de vie, tout simplement. Enfin, on perdra 2 points de vie, puisque c'est vous aussi qui êtes les spectateurs et les joueurs également de ce scénario-là, même si c'est une seule et même entité. Donc voilà, donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me le dire. On y va au fur et à mesure, progressivement, au fur et à mesure de la partie. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je pense pas qu'il y avait d'autres questions, c'est des règles relativement faciles et basiques. Parfois il y a des énigmes à résoudre, donc je les afficherai sur l'écran, il n'y a aucun problème par rapport à ça, on pourra réfléchir ensemble et on y reviendra. De toute façon c'est des choses, j'ai pas tout lu, hein, j'ai clairement pas tout lu, hein. Dans le bouquin j'ai lu la première partie, le premier chapitre en fait pour être exact, et c'est plutôt pas mal. Donc en fait on va progresser de page en page au fur et à mesure, pour suivre l'aventure du coup du pacte d'Innsmouth. Parfait. Ok. Alors, je crois que j'avais tout fait, et on va pouvoir commencer. Hop, caractéristiques, point de vie. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est les tests jugés dangereux, en fait, qui nous font perdre de la vie. Voilà, c'est ça. Et les tests de combat, du coup, qui se rapportent à la compétence corps, hein, bien sûr. Ok, parfait. On a tout vu. Du coup, on va pouvoir commencer. Hop. Donc, si vous jouez seul et que votre personnage est Robert Olmsted, vous commencez en 1.23. Donc, je vais aller dans 1.23. Hop. Et on va changer également de musique, puisque là, c'est un peu... Alors, hop. Et si jamais il y a le moindre souci, vous me faites un message. Et je demanderai du coup votre avis au fur et à mesure. Alors...
Les yeux grands ouverts, vous contemplez à travers la vitre les paysages somptueux du New Hampshire qui défilent le long de la route. Comme pour mieux fixer dans votre mémoire la succession de tableaux stupéfiants qui s'offrent à votre regard. Forêt profonde, lac étincelant sous le radieux soleil de juillet, contreforts acérés des montagnes blanches et villes anciennes aux toits branlants. Tout ce que vous voyez vous émerveille et vous conforte dans l'idée que la Nouvelle-Angleterre, si différente de votre Ohio natal, constitue le creuset encore vibrant de l'histoire, des traditions et de l'âme américaine. Vous vous appelez Robert Olmsted, vous avez 21 ans et vous êtes assoiffé de découvertes. Afin de fêter votre majorité, vous vous êtes offert un petit périple à visée touristique, historique et généalogique dans cette vénérable région. Ne disposant pas d'automobile, vous alternez en train, trolleybus et autocar, toujours à l'affût de l'itinéraire le moins onéreux. Vous ne disposez en effet pour vous financer que d'un maigre pécule, fruit de menu travail courageusement acharné à la rigoureuse monotonie de votre vie d'étudiant. Le bus de la Eastern Massachusetts, dans lequel vous avez embarqué à Portland, file à présent vers l'ancienne Newburyport, d'où vous comptez vous rendre à Arkham. En effet, cette ville auréole de mystère et d'ancienne survivance qu'est l'origine de votre famille du côté de votre mère, au sujet de laquelle vous en savez bien trop peu. Vous êtes donc pressé d'arriver à destination afin d'ajouter à la découverte des premiers temps à votre majestueuse nation celle de vos premières origines. Retrouvez la fiche de votre personnage. Donc si vous êtes seul, rendez-vous 1-8. Donc on va se rendre en 1-8 du coup, puisqu'on peut le jouer à plusieurs en fait, c'est pour ça. Alors, en 1-8. Votre voyage touche à sa fin. Au terme d'un trajet aussi étouffant qu'inconfortable, le quart de la Eastern Massachusetts marque l'arrêt à la gare routière de Newburyport, dernière étape de votre périple vers Arkham. Il y a si longtemps que vous rôtissiez à petit feu dans ce véhicule surchauffé, au fauteuil élimé et bosselé de ressorts acérés, que vous ne tenez plus. À peine les portes s'entr'ouvrent-elles que vous vous précipitez dehors, ravi de humer l'air frais et de sentir le soleil sur votre peau. Au nord-ouest de vous, le Merrimack, impétueux, déploie son long ruban sinueux, pressé de se jeter dans l'immense estuaire qui fait la fierté et la richesse de la ville. Une fois votre bagage récupéré, vous empruntez la longue avenue qui s'enfonce vers le sud et le cœur de la ville historique de Newburyport. Vous vous trouvez dans un centre-ville animé, fendu d'est en ouest par l'imposante Hyde Street, le long de laquelle se succèdent boutiques, estaminets et restaurants en une ribambelle d'enseignes, d'étals et de terrasses usées par les intempéries. Plus loin, au sud, les pavés de State Street laissent place à la terre battue. Les yeux plissés, vous devinez par-delà les murets vastes d'un cimetière, le toit en tuiles de la gare ferroviaire, où passera bientôt votre correspondance pour Arkham. Vous n'avez qu'une petite demi-heure devant vous. Si vous souhaitez vous rendre immédiatement à la gare, vous rendez en un cercle, donc c'est là. Donc concrètement, si vous voulez vous rendre immédiatement à la gare, vous tapez 1 pour ceux qui sont présents, ou si vous souhaitez d'abord faire quelques emplettes, vous tapez 2. Donc là, c'est le premier choix que vous pouvez faire. Soit on va directement à la gare, soit on va faire quelques emplettes. On peut choisir en fonction, je choisirai. Donc vous tapez 1 pour aller directement à la gare, ou 2 pour faire des emplettes. C'est à vous de voir. Et si jamais il n'y a personne, et ben c'est pas grave. Je choisirai moi-même. On laisse une trentaine de secondes pour répondre. Il y a peut-être un décalage aussi à chaque fois avec les... Deux. Ok. Ça marche. Donc... Ok, bon, on va laisser pour l'instant. Donc très bien, Basilius 89. Donc on va aller au numéro 2. Donc c'est le 6. Ouais, c'est là. Bien que pressé par le temps, vous décidez de jeter un coup d'œil aux premières boutiques de la rue. Vous apercevez une quincaillerie manifestement bien achalandée dont l'enseigne criarde vous invite à profiter de nombreuses promotions à l'intérieur. Si vous souhaitez entrer dans la quincaillerie, rendez-vous en 1. Si vous préférez ne pas perdre de temps et rejoindre la gare, poursuivrez en 2. Bon, du coup, je pense qu'on va rentrer dans la quincaillerie, hein, si déjà on avait fait. Donc du coup, on va en 20. Hop.
Alors, je pense que c'est mieux, hein, clairement, hein, parce que déjà on a choisi d'aller à la quincaillerie. Alors, la quincaillerie déploie de toutes parts une myriade d'objets divers entassés sur des rayonnages branlants. Près de l'entrée, une caisse ornée d'un écriteau moitié prix attire votre attention. Vous y trouvez un boîtier de 5 lames de rasoir, et la compétence, on ne sait pas à quoi ça peut nous aider, il y a un point d'interrogation. Une lampe torche, qui apporte du coup plus 1 en perception, un petit couteau tournevis multifonction plus 1 en crochetage, donc celui-là on l'a déjà, une matraque plus 1 en combat, ainsi qu'une bouteille de whisky à 45 degrés, et ça on ne sait pas ce que ça fait non plus. Malheureusement, votre maigre pécule ne vous permet de vous offrir qu'un seul des 5 objets. Une fois votre choix effectué, vous vous empressez de regagner la gare. Donc là, par exemple, on peut choisir un des 5 objets. Bon, concrètement, le tournevis multifonction, on va pas le prendre. Donc, pour la boîte de 5 lames de rasoir, 1. La lampe torche qui apporte plus 1 en perception, 2. La matraque, 3. Plus 1 en combat, c'est la matraque. Et la bouteille de whisky à 45 degrés, 4. 4, oui, c'est ça, oui. Donc, 1, les lames de rasoir. 2, la lampe torche. 3, la matraque. Et 4, la bouteille de whisky. Ah, personnellement, je penserais plus pour le whisky, mais c'est également à toi de voir. La lampe torche. Bah écoute, ouais, bah on va partir du coup sur la lampe torche, donc ça apporte plus 1 en perception. Hein. Donc ce que je vais faire, donc je suis 42, donc ce que je vais faire, hop, c'est inventaire, donc je vais rajouter du coup lampe torche, plus 1 perception. Voilà, donc je rajoute directement la lampe torche, hop, 42, hop là. Ok, parfait, donc on achète en fait la lampe torche. Hein. Donc rendez-vous en 1.16, une fois que c'est fini, hop là. Yep. Vous dévalez State Street en direction de la gare, observant en chemin les hautes grilles du cimetière de Hawk Hill sur la gauche, et les riches demeures sises à votre droite, splendides legs des grands armateurs qui prospéraient jadis en ces lieux. Entre les arbres de leur parc somptueux se dessine le profil de la gare. Vous empruntez le premier carrefour pour vous y engouffrer, pressé par le temps. Une queue conséquente se presse toutefois devant le guichet et vous hésitez un instant devant la cohue. Si vous jouez seul, rendez-vous à 1.21. Donc on joue seul, on va se rendre directement à 1.21. Hop. Parce qu'on peut y jouer en fait à plusieurs en groupe et du coup il y a deux choses différentes à chaque fois. Derrière le guichet, un homme corpulent, aux traits rusés, vous vend un billet pour Arkham bien plus onéreux que ce à quoi vous y attendiez. Vous glissez le précieux document dans votre portefeuille que vous étalez et évaluez d'un air navré. Votre bourse s'allège de jour en jour et il est temps que vous arriviez à destination. À ce risque, le moindre imprévu risque de vous mettre définitivement sur la paille. C'est donc, quelque peu dépité, que vous sortez sur les quais, où plusieurs voyageurs ont choisi comme vous d'attendre le prochain train pour Arkham. Alors que vous étudiez l'horloge principale, qui vous confirme l'arrivée en gare imminente de la rame, un jeune garçon vous bouscule, s'excuse nerveusement et s'éloigne d'un pas précipité. Donc, c'est là où on va devoir faire un jet en fait de perception. Donc, perception, je vais juste prendre ma fiche, parce que je l'ai là. Donc, je vais vous mettre la carte, je vais vous mettre juste ça. Ça me permet de vous voir. Hop. Je vais vous mettre ça. Alors, non pas pour que vous regardiez la carte d'Innsmouth, mais du coup, perception. Perception. Donc, on a déjà plus 2 en perception. Et je crois qu'on a une lampe qui nous apporte plus 1 en perception. Bon, techniquement, on l'applique pas là, mais là, on peut l'appliquer en fait, puisque c'est pas non plus autant basé. Donc, on a un plus 3 de base, et ça agit sur la compétence intelligence. Donc, intelligence, c'est le D12. Donc, je vais tout de suite lancer un D12, et il faut que qu'on fasse plus de 2. Bon, concrètement, on a gagné, hein. Ça sert même à rien que je lance le D, hein, mais on va quand même lancer le D. Donc là, on fait un 5. Donc, on a fait 8. Donc, on réussit. Donc, hop, donc 8,
Hop. Juste regarder où ça nous mène. En cas de réussite, rendez-vous en 1-11. Oui, on a réussi. Hop. Portant la main à votre poche, vous vous rendez compte que votre portefeuille a disparu. Sans perdre un instant, vous jetez aux alentours à des regards affolés et repérez le jeune adolescent qui vous a bousculé un peu plus tôt. Il se faufile à hors du quai en direction du parvis extérieur de la gare. Après avoir hélé en vain, vous vous lancez à sa poursuite. Donc faites un test d'athlétisme. Donc là, il faut qu'on réussisse un 2. Donc athlétisme, c'est le corps. Donc le corps, on a un des 10. Donc je lance également. C'est un 6, donc on réussit également. En cas de réussite, on l'est en 1-13. Hop. Je le fais directement pour aller un peu plus vite. Si vous vous précipitez derrière le pickpocket et remontez le quai à toute allure, évitant de votre mieux les valises sur votre passage. Malgré sa silhouette fluette qui vous permet de se faufiler avec aisance entre les groupes de passagers, vous ne quittez pas l'adolescent des yeux tandis qu'il traverse le parvis, ventre à terre et s'engouffre dans un petit quartier pavillonnaire. Vous êtes presque parvenu à le rattraper quand il disparaît au coin d'un immeuble. Faites un jet de pistage. Donc pistage, ça utilise l'intelligence. Donc on n'a pas d'autre bonus, donc je lance un des 12 et il faut qu'on fasse de nouveau un 2. Au début c'est plutôt facile. Et ben on fait un 1, donc on échoue. Sinon rendez-vous 1-2, bah voilà, tiens du coup, bah voilà, on échoue 1-2. On n'a rien d'autre, je crois, un pistage, non, on n'a rien du tout. Se dresse devant vous un petit lotissement bordant les voies de la gare, dont les cours en friche donnent sur les wagons désaffectés d'un ancien train de marchandises. Après avoir guetté en vain le moindre signe de ce petit voleur, vous contournez l'un des bâtiments dans l'espoir de retrouver sa trace. Quelques minutes vous suffisent pour comprendre qu'il a bel et bien disparu. La mort dans l'âme, vous regagnez la gare et faites de nouveau la queue devant le guichet du préposé. Bon, bah on a perdu notre fric. Toujours un peu plus compliqué, donc rendez-vous 1,28. On a perdu notre portefeuille déjà, génial. Hop, 28, 28, 28, 27 et 28. 28 là. Alors. Non, attendez, je me suis trompé. Attends. C'était 1-2 avant. Poursuivez. Ah oui, poursuivez en ancien, poursuivez en 1-7. Excusez-moi, je me suis trompé de ligne. Voilà. Vous expliquez votre mésaventure au préposé, mais l'homme ne peut contrevenir au règlement et vous invite à racheter un billet. Votre maigre pécule cependant vous l'interdit. Semblant compatir à vos soucis d'économie, il vous fait alors une suggestion. « Pourriez toujours prendre ce vieux bus » dit-il d'un ton hésitant. « Mais il n'est pas très apprécié, il passe par Innsmouth. Vous avez peut-être déjà entendu parler, si bien qu'on le voit d'un seul œil dans le coin. C'est un gars de cette maudite ville qui le conduit, un dénommé Joe Sargent, mais il n'y a personne d'ici, ou même d'Arkham à vrai dire, qui monte dedans. Le ticket doit pas vous coûter bien cher, mais j'ai jamais vu plus de 2 ou 3 passagers monter dedans, et c'est rien que des gens d'Innsmouth. Il quitte la place en face du drugstore de Hammond à 10h tous les jours. C'est la toute première fois que vous entendez parler de la ténébreuse Innsmouth. Le moindre référence à cette commune absente de toute carte courante et de guide récent suffirait déjà à vous intéresser. Mais les étranges allusions de l'employé n'ont pas manqué de piquer franchement votre curiosité, de sorte que vous l'interrogez plus avant. 58. On est curieux, c'est ce qu'on a dit. Innsmouth, ma foi, c'est un patelin plutôt étrange dans son genre, à l'embouchure de Manuxet. C'est presque une grande ville à l'époque, et même un sacré port de pêche avant la guerre de 1812. Mais ça fait bien 100 ans qu'elle tombe en ruine. Plus aucun train n'y passe. Il y aurait plus de maisons vides que d'habitants. Il y aurait plus de maisons vides que d'habitants. Apparemment, il n'y a pas d'activité digne de ce nom en dehors de la pêche et du homard. Dans la région, les affaires se font surtout ici, à Arkham ou encore à Ipswich. À une époque, Innsmouth avait des fabriques, mais plus maintenant. Enfin, sauf une raffinerie d'or qui tourne plus qu'au ralenti. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie d'Innsmouth, donc tapez 1. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Innsmouth, tapez 2. Si vous préférez en savoir plus sur les habitants
d'Innsmouth, tapez 3. Et si vous préférez couper court à la conversation, tapez 4. Donc 1, en savoir plus sur l'économie, 2 sur l'histoire, 3 sur les habitants, ou 4, passer la conversation. Quand même essayer d'en savoir un peu plus. Mais après, c'est à vous de voir. Moi, je serais plutôt pour aller voir les habitants. 3, ou l'histoire ou l'économie. Enfin, peu importe, en tout cas, tant que c'est l'un des 3. Ça me va. Ouais, en effet, ouais. Bah écoute, je vais te suivre, hein, c'est pas grave. Hein. De toute façon, peu importe. Donc le 2, tu veux en savoir plus sur l'histoire. Ok, bon, on va aller en 1.35 du coup. Hop. 35. Alors. Comme je vous disais, c'est une ville importante de la région, surtout grâce à la raffinerie Marsh. Jusqu'à ce que l'épidémie de 1846 décime plus ou moins la moitié des habitants d'Innsmouth. Personne n'a jamais su vraiment de quoi il retournait, mais il s'agit sans doute d'une de ces maladies des bateaux que nous rapportèrent les gens de Chine, ou d'ailleurs dans leur cale. L'a fait de sacrés ravages, en tout cas. On parle d'émeutes et même de sortes de crimes terrifiants. Mais rien n'a jamais filtré hors du sujet de la ville. Et Innsmouth a été plus que l'ombre d'elle-même après ça. Ah ouais, il y a un décalage, c'est pour ça, ouais. Ouais, effectivement, je suis désolé, il doit y avoir très certainement un décalage. Léger, mais effectivement un petit décalage. Après ça. Il doit pas y avoir plus de 3 ou 400 ans... il doit pas y avoir plus de 3 ou 400 habitants aujourd'hui. Et il regagne pas à être connu, vous pouvez me croire. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur la raffinerie Marsh, allez en 1.29. Enfin, allez, vous pouvez taper 1 du coup. Si vous voulez en savoir plus sur la réputation d'Innsmouth, tapez 2. Il y a soit en savoir plus sur la raffinerie, soit sur la réputation d'Innsmouth. Bon, c'est pas grave, hein, s'il y a des décalages, hein, on fait au fur et à mesure, hein, c'est pas très très grave, quoi. Je dirais, je sais pas, entre la réputation ou... La raffinerie Marsh, ça peut aussi être intéressant. À voir. Là, tout le monde entend. Ah, attends, je vais remettre d'ailleurs. Hop. C'était où? C'était là. Hop. Voilà. On va remettre quand même des images de la belle Arkham. On va en savoir plus sur les... Sur la raffinerie, je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Bon, on va partir sur la raffinerie Marsh. Ouais. Ah, les raffineries Marsh. Bon, on pourra tous les faire peut-être. La raffinerie, j'en ai entendu causer par un inspecteur du travail de passage. Le vieux Marsh, son propriétaire, doit être riche comme Crésus. C'est le petit-fils du capitaine Obed Marsh, celui qui a monté l'affaire. Un drôle d'endroit, allons en croire. L'est installé dans un vieux moulin derrière les chutes du Manuxet avant l'estuaire. Les comptes y seraient mal tenus et on n'y trouverait aucune trace de la moindre transaction officielle. Vous comprenez, on n'a jamais vraiment su où les Marsh se procuraient l'or qu'ils raffinaient. Ils ont jamais eu l'air d'en acheter beaucoup, mais ça les a pas empêchés d'expédier des lingots par cargaison entière dans le temps. Certains disent qu'ils le trouvent sur les récifs du diable. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la famille Marsh, tapez 1. Si vous voulez en savoir plus sur le récif du diable, tapez 2. Bon, pour aller plus vite, on va essayer d'en savoir plus sur, je pense, le récif du diable. Ça me parle bien, le récif du diable. Après, il y a aussi la famille. La famille, ça peut aussi être intéressant. Parce qu'en fait, on peut plus après...
Je pense qu'après on peut plus revenir dessus. Allez, on va prendre le récif. Ouais, le récif du diable. Les anciens en ont des choses à dire dessus. La plupart du temps, il reste bien visible au-dessus de l'eau, et même quand il passe sous la surface, il n'est jamais englouti très profondément. Mais ce n'est pas une île à proprement parler. À ce qu'on raconte, on peut parfois y voir toute une légion de démons se prélasser sur la pierre sombre, ou alors se faufiler dans des espaces, dans des espèces de grottes à son sommet. C'est un gros caillou inégal et déchiqueté en pleine mer, à plus d'1 kilomètre de la côte. Dans les dernières années du commerce en mer, les marins se fendaient au large des détours pour l'éviter. À ces mots, le préposé semble ajouter quelque chose, mais hésite au vu des voyageurs qui recommencent à investir la gare, comme s'il craignait que les habitants de Newburyport puissent surprendre votre conversation. Aidez-le à surmonter vos réticences. Donc là, il faut qu'on fasse un jet de charme, séduction. Donc il faut qu'on fasse 5. Alors, je regarde juste, parce que séduction, repose sur celui où on a le plus de mal. Donc c'est basé sur le D8. Donc il faut qu'on fasse 5. Et en séduction, j'ai pas de bonus. Ok, bon, on va tenter. Séduire. Et on échoue. Ouais, il fallait faire 5. Dommage. Donc, sinon, rejoignez le 1,34. Hop, donc il est là. Bon, va falloir que je me remette au boulot, moi. Ah oui, une dernière chose. Il y a un hôtel à Innsmouth. S'appelle la pension Gilman. Mais il doit pas y avoir grand-chose. Franchement, je vous déconseille d'y mettre les pieds. Feriez mieux d'y passer la nuit ici et de prendre un bus pour Innsmouth à 10 h demain matin. J'y suis jamais allé dans cette ville et j'ai pas l'intention. Mais vous ne risquez rien à y traîner en journée, selon moi. Même si les gens du coin vous diront certainement le contraire. Si vous voulez juste vous promener ou chercher des vieilleries, en tout cas, Innsmouth est l'endroit idéal. Allez, au revoir et bon voyage. D'un signe, le préposé vous incite à libérer la place pour les usagers qui suivent dans la queue. Après l'avoir salué, vous quittez la gare et remontez State Street à pas pesant jusqu'au centre-ville. Rendez-vous en 1,41. Hop. Bon, il aurait pu nous apporter plus d'informations, je pense, mais visiblement, il n'avait pas envie. Alors, vous vous trouvez dans le centre-ville de Newburyport. La plupart des boutiques ont fermé, mais certains bâtiments publics sont ouverts. Un vent du nord charrie dans les rues un épais relent de poissons. Curieusement, cette odeur vous fait penser à Innsmouth et aux élucubrations du volubile préposé de la gare. Dans les allégations vous ont décidément fait forte impression, et ce, d'autant plus que le bus passant par Innsmouth s'impose dorénavant comme votre seul et unique moyen de rallier Arkham. Que faites-vous? Si vous souhaitez chercher d'autres trajets à la gare routière, rendez-vous en 1,52, donc tapez 1. Si vous souhaitez vous rendre à la bibliothèque afin d'en apprendre plus sur Innsmouth, vous pouvez taper 2. Si vous souhaitez interroger les habitants de Newbury au sujet d'Innsmouth, tapez 3. Enfin, si vous souhaitez chercher un endroit où passer la nuit, tapez 4. Donc 1, c'est chercher d'autres trajets à la gare routière. 2, c'est se rendre à la bibliothèque pour obtenir des informations sur Innsmouth. 3, c'est interroger les habitants à propos d'Innsmouth. Ou 4, du coup, trouver un endroit pour passer la nuit. Je vous laisse une vingtaine de secondes pour me dire si jamais ce que vous souhaitez faire en tapant le chiffre directement. Alors, je pense à prendre de l'eau. Ah, ça fatigue quand même de parler beaucoup. Hop. 2. Allez à la bibliothèque, j'aurais dû m'en douter. Non, dans les scénarios Cthulhu, s'il y a une bibliothèque, il faut aller à la bibliothèque pour avoir des informations. Ok. Personne d'autre? Ok, bon, on va à la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, c'est 1,30. Ok. Au 94 State Street se dresse l'imposante bâtisse en briques abritant la bibliothèque municipale de Newburyport. Vous vous y engouffrez en toute hâte, pressé d'en savoir plus sur l'intrigante cité d'Innsmouth.
Malheureusement, le bâtiment semble s'apprêter à fermer, et vous n'avez guère le temps de profiter pleinement des archives de cette vénérable institution. Vous allez devoir préciser vos recherches. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'histoire d'Innsmouth, tapez 1. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'économie, tapez 2. Si vous préférez interroger le bibliothécaire, tapez 3. 1, 2 ou 3. Donc 1, l'histoire d'Innsmouth, 2, l'économie, ou 3, le bibliothécaire. Sachant que je pense qu'à mon avis, ça doit à peu près être la même chose qu'on a vu sur l'histoire d'Innsmouth. Quoique, je sais pas. Moi je voulais choisir. Mais je suis pas sûr d'ailleurs, je crois pas. Ah non, non, quand même pas, non. Je veux pas tricher, mais quand même pas. Donc 1 l'histoire, 2 l'économie, 3 la bibliothécaire, 3. Interroger le bibliothécaire. Donc le 50. Hop. Le 50 qui est là et qui veut pas s'ouvrir. Voilà. Alors, bien qu'aimable, le bibliothécaire semble extrêmement réticent à évoquer Innsmouth, son histoire ou ses habitants. Tout juste tente-t-il de vous dissuader d'aller visiter un endroit aussi lugubre et décadent. À ses yeux, la ville ne constitue manifestement qu'un cas outrancier de dégénérescence communautaire. Du bout des lèvres, cependant, il vous apprend qu'une tiare originaire d'Innsmouth et présentant quelques intérêts se trouve dans la salle d'exposition de la Société historique de Newburyport. Afin d'y pénétrer à cette heure tardive, l'homme vous confie une lettre de recommandation datée du 14 juillet. Ok, donc je vais le noter du coup, puisque ça fait partie des objets à mettre dans l'inventaire. À remettre à la conservatrice de la société, une certaine Anna Tilton, dont il vous donne l'adresse. Vous êtes en pleine conversation quand une cloche retentit. Le bibliothécaire ferme ses portes et vous êtes gentiment invité à quitter l'établissement. De retour à l'extérieur, vous découvrez qu'il commence à se faire tard. Les rues se vident peu à peu et le soleil entame son lent déclin à l'horizon. Si vous souhaitez poursuivre vos recherches à la Société historique de Newburyport, rendez-vous en 1.43. Si vous souhaitez rechercher un endroit où passer la nuit, partez en 1.31. Donc soit on continue et on va à la Société historique de Newburyport, soit on va passer la nuit directement. Et donc faut pas que j'oublie qu'on a une lettre de recommandation. Mais ça je l'oublie pas, qu'on a une lettre de recommandation datée du 14 juillet, ça devrait être facile. Donc 1, on continue, 2, on va chercher un endroit pour la nuit. Bon, je pense qu'on va continuer, mais je vous laisse quand même me dire ce que vous voulez. Bah oui, bah bah oui, mais je préfère demander. La société historique est fermée à 7 heures, mais une pancarte accrochée à la porte vous donne l'adresse toute proche de sa conservatrice, Miss Anna Tilton. Carrément, ils mettent l'adresse, ils mettent le nom de la personne quand c'est fermé, tu sais, genre contacter telle personne, jamais la paix. Vous éprouvez une certaine gêne à l'idée de déranger cette dame chez elle, mais conscient que cette occasion ne risque pas de se représenter de sitôt, vous vous rendez à l'adresse indiquée et frappez à la porte. Une vieille femme aux cheveux blancs entr'ouvre le battant et vous demande ce que vous lui voulez. Si vous détenez la lettre de recommandation, ajoutez le numéro qui lui correspond à celui du présent paragraphe et rendez-vous au paragraphe obtenu. Sinon, faites un test d'étiquette. Oui, bon, ok, donc c'était combien? C'était 5. Ouais, donc en fait, on a même réussi, quoi. En cas de réussite, elle est en 1,38. Donc en fait, on a directement réussi, c'est une réussite automatique, quoi. Pas dormir à plus de 5 heures de la nuit. Oui, ok, d'accord, mais je doute que t'as envie d'être dérangé si t'as fermé la boutique, quoi. Genre, même si c'est ton métier ou ta passion. Enfin, bon, enfin, quoique, remarque. On sait pas encore ce qu'elle veut, cette dame. Après une brève explication, et comme la soirée n'est pas trop avancée, ouais, t'as raison, la soirée n'est pas trop avancée, l'aimable vieille dame accepte de vous ouvrir les portes du bâtiment. La collection qu'il renferme est tout à fait remarquable, mais vous n'avez d'yeux que pour l'objet bizarre qui scintille dans une vitrine d'angle sous l'éclairage électrique. Même une extrême sensibilité à la beauté ne peut expliquer pourquoi vous avez littéralement le souffle coupé devant l'étrangeté, la splendeur fantastique et la somptuosité de l'impossible joyau niché sur son coussin de velours violet. La tiare semble avoir été conçue pour un crâne anormalement elliptique.
L'or prime nettement dans sa composition, mais la pâleur singulière de son éclat suggère quelques alliages mystérieux avec un métal inconnu d'une incomparable noblesse. Elle est en parfait état, et des heures n'auraient pas suffi à étudier les motifs déconcertants et furieusement modernes. Purement géométriques et certains nettement aquatiques pour d'autres, qu'une main gracieuse au talent sans pareil a modelé ou ciselé à sa surface. Plus vous observez cet objet, plus vous l'observez, plus cet objet vous fascine. Et vous percevez cette fascination dans un élément troublant que vous parvenez ni à concevoir ni à expliquer. Si vous incarnez du coup notre personnage Robert Olmsted, rendez-vous 1,49. Hop, donc il y a quelque chose de particulier, c'est nous qui l'incarnons. Hop, je vais remettre. Je dois le remettre de temps en temps. Les motifs fabuleux et le profil grotesque de la tiare achèvent d'impressionner vos sens, épuisés par cette longue journée. Vous sentez que vous tournez de l'œil. Devant vous semblent trembler des silhouettes grotesques sculptées sur l'objet, à mi-chemin entre le poisson et le batracien, dont la malignité répugnante engendre en vous une inconfortable et obsédant sentiment de déjà-vu. Quelque chose engendre quelque chose d'aquatique et pénible, souvenir des origines inscrits au plus profond des tissus des cellules de notre espèce. Fasciné par cette ignoble sarabande, vous sentez vos jambes se dérober et vous vous effondrez. Quand vous revenez à vous, vous croisez le regard inquiet de Miss Tilton qui s'apprête de vous offrir un verre d'eau. Vous l'acceptez avec reconnaissance, puis bredouillez quelques excuses avant de vous relever. Et c'est fort embarrassé et par ce pénible épisode que vous poursuivez votre examen de l'objet. Ouais, donc on est quand même bien assujetti. Faut pas se laisser son adresse, oui, ben on sait jamais. On pose pas de questions dont on n'a pas envie, dont on n'a pas envie de connaître la réponse. Hein. Bon, déjà, mine de rien, l'objet il nous a quand même pas mal déjà fasciné. Ouais, à 39. Hein. Vous continuez d'observer, fasciné, l'incroyable artefact et vous comprenez bientôt que votre malaise puise l'origine dans les étranges motifs qui ornent la tiare. Chacun d'eux suggère l'existence de lointains secrets et d'inconcevables abîmes dans l'espace et le temps, tandis que la nature uniformément aquatique des gravures prend par endroits une tournure presque sinistre. Vous y voyez des monstres fabuleux, à mi-chemin entre le poisson et le batracien, dont les silhouettes grotesques à la malignité répugnante semblent exuder le suprême quintessence d'un mal inconnu et inhumain. On remarque bien la patte de Lovecraft là-dedans. Si vous souhaitez interroger l'aimable curatrice au sujet de la tiare, tapez 1. Si vous préférez admirer le reste de la collection, tapez 2. Donc soit on continue d'observer la tiare, sinon on pose la question, on admire le reste de la collection. 54 ou 55, faut que je vois ce qu'il en est. À vous de voir. Et après, je viens de chercher un petit verre d'eau. Ok, donc on va interroger. Alors, 1,55. La brève et triviale histoire de la tiare telle que vous la conte Miss Tilton semble bien peu s'accommoder à son aspect fantastique. Un habitant d'Innsmouth, éméché, qui fut tué peu après dans une rixe, l'avait mise au clou pour une somme ridicule dans un mont de piété de la State Street en 1873. La société en fait l'acquisition. Alors, on est environ aux alentours des années 1920, hein, pour le coup. Hein, on n'est pas. C'est pour ça, 1873, on est vraiment dans les années 20, dans l'époque. Hein. La société, en somme, avait fait l'acquisition directement chez le prêteur sur gage afin de lui rendre la place qu'elle méritait. La notice lui attribue une origine indo-chinoise ou indienne, mais cela reste clairement une supposition timide. Miss Tilton, après avoir envisagé toutes les hypothèses concernant sa provenance et sa présence en Nouvelle-Angleterre, estime qu'elle devait faire partie du trésor de quelques pirates exotiques qu'aurait ensuite découvert le capitaine Auben Marsh lors de son commerce avec les sauvages à Meetia.
Un atoll des mers du Sud, dans les mers du Sud. Les perpétuelles offres de rachat des marches la confortent dans son opinion. À peine la tiare avait-elle intégré la collection du musée qu'ils avaient proposé des sommes effrayantes pour acheter l'objet. À l'évidence, la vieille dame n'aime guère évoquer Innsmouth ou ses habitants. Elle semble toutefois vouloir vous dire quelque chose, avant de se raviser. Faites un test d'érudition. Donc il faut qu'on fasse un test d'érudition, il faut qu'on fasse 3, donc c'est plutôt facile. Hop. Hop. Ok. Alors, un test d'érudition, donc c'est celui-ci. Hop, donc c'est la compétence en fait intelligence, donc ça va venir des compétences. On va juste la lancer. Alors, hop, je vais enlever ça, sinon. Hop, donc on va faire 1 des 12. 3. Putain. On le réussit tout pile, hein. Donc si vous êtes en cas de réussite, allez en 1,56. Votre passion pour l'histoire finit par surmonter les réticences de Miss Tilton, qui vous confie à mi-voix, éprouvée dans une profonde répulsion à l'égard de la ténébreuse Innsmouth et de sa communauté. Elle vous explique en outre que les rumeurs du culte satanique sont parfois fondées sur une étrange religion secrète qui a prospéré dans la ville et fini par éclipser les églises dites traditionnelles. Cette secte, vous apprend-elle, s'appelle l'Ordre ésotérique de Dagon. Il s'agit, à n'en pas douter, d'une foi dégradée et à demi païenne importée d'Orient un demi-siècle plus tôt, à une autre époque où le poisson se faisait rare au large d'Innsmouth. La population fruste l'avait adopté, d'autant plus facilement de son arrivée a été l'occasion soudaine de pêches miraculeuses. Aussi, le culte avait-il regagné en influence au point de détrôner la franc-maçonnerie et de s'établir dans l'ancienne loge maçonnique sur New Church Green. Mais il fait tard, et la vieille Miss Tilton commence à montrer des signes de fatigue. Vous prenez poliment congé d'elle, et vous quittez les lieux pour partir en quête d'une chambre pour la nuit. Hop, on prend une chambre pour la nuit, et du coup, je vais me rendre en 31. L'ordre ésotérique de Dagon. C'est pas mal ça comme nom de culte quand même. Vous finissez par trouver une auberge de jeunesse dont les tarifs extrêmement bas correspondent à votre souci d'économie. À l'entrée, un réceptionniste au visage oblong et aux lèvres fines lit un magazine rouge sang intitulé Weird Tales. C'est une référence au premier, là où paraissaient les nouvelles de l'appel de Cthulhu édité par Lovecraft, Weird Tales, dont la couverture présente une femme poursuivie par un vieillard manifestement hostile. Donc c'est la référence avec la couverture bien connue. Hein. Après avoir réglé la somme demandée, vous vous restaurez dans une cantine voisine puis regagnez votre chambre. Et on entame le deuxième chapitre.